sagesse contemporaine aujourd'hui, on va le voir, en ce 31 décembre à l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer, où nous avons pris l'initiative avec l'équipe d'animation de vous proposer ces petits temps de conférence, de partage, de découverte aussi, je l'espère, de la richesse de notre patrimoine et de ressources infinies des sagesses. Alors, pour clore un peu ce cycle, vous retrouverez d'ailleurs, si vous le souhaitez, déjà les conférences précédentes sur le site de l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer. Bien, nous allons arriver dans le monde contemporain avec Michel Foucault et Michel Desserteaux, deux grands noms, deux grandes figures qui ont marqué durablement le paysage intellectuel, philosophique, religieux, spirituel, sur lesquels Cathy Leblanc et moi-même avons travaillé, avec aussi le souci de nous dire, mais qu'est-ce qui reste aussi de ces sagesses antiques? Qu'est-ce que peut-être aussi l'avenir du christianisme quand il se pense comme exercice spirituel? Nous avons parcouru ensemble, surtout à partir de Pierre Hadot, les exercices spirituels dans la philosophie antique. Nous avons pris le temps aussi de retrouver le sens des exercices spirituels dans la tradition chrétienne, avec des grandes figures comme Saint Justin et Saint Augustin. Il nous reste à voir aujourd'hui les recherches plus actuelles, mais qui sont vraiment, vous allez le voir, enracinées dans la philosophie antique. Voilà, Cathy, je te laisse la parole pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-François. Je voudrais dire que j'ai pris grand plaisir pendant ce temps de fin d'année à collaborer à ce petit partage et puis à faire vivre d'une certaine façon l'abbaye. Alors, je vais parler aujourd'hui de Michel Foucault et de son herméneutique du sujet, mais nous allons revenir, et ça c'est un mouvement continu, on revient toujours aux sources grecques, puisque Michel Foucault a analysé les maximes, les grandes maximes sur lesquelles s'appuie le platonisme. On connaît le gnotiseuton, donc connais-toi toi-même, mais on ne connaît pas vraiment les autres. Je les ai simplement évoqués ces jours derniers. Donc, nous allons revenir sur ce point et puis faire une petite synthèse de ce qui a été dit. Hier, j'ai parlé des exercices spirituels dans leurs détails et donc de cette étude tout à fait remarquable de Pierre Hadot, qui a étudié Philon d'Alexandrie. Donc, Pierre Hadot, c'est bien un contemporain et il a été lu, bien sûr, par Michel Foucault. Alors, Pierre Hadot a fait un relevé systématique de ces exercices spirituels et a travaillé en particulier sur Philon d'Alexandrie. Et alors, Philon d'Alexandrie, il y a tout un groupe de chercheurs à l'université de Lille qui a travaillé sur son œuvre. C'est le cas de Fabienne Blaise. Alors, voici ce que dit Pierre Hadot, donc pour mettre un petit peu en perspective. Grâce à Philon d'Alexandrie, nous possédons deux listes d'exercices, exercices spirituels, que nous retrouverons plus tard chez Ignace de Loyola. Elles ne se recouvrent pas totalement l'une l'autre, mais elles ont le mérite de nous donner un panorama assez complet d'une thérapeutique philosophique d'inspiration stoïco-platonicienne. L'une de ces listes énumère la recherche, l'examen approfondi, et ça on en a parlé hier, la maîtrise de soi. Ça, c'est fondamental et c'est un thème que nous revoyons aujourd'hui, que nos contemporains ont vraiment, sur lesquels nos contemporains mettent vraiment beaucoup d'efforts. La maîtrise de soi, l'enkrateia, l'indifférence aux choses indifférentes, ça j'en ai parlé hier. L'autre liste nomme successivement les lectures, les méditations,
les thérapies des passions. On a parlé un peu de la catharsis, de la purification hier. Les souvenirs de ce qui est bien. Alors hier, on a parlé de l'optimisme, de l'importance de l'optimisme, essayer de voir ce qui est bien, même dans le moment que nous sommes en train de vivre, essayer de voir ce qui est bien. Alors également dans cette deuxième liste, la maîtrise de soi, ça c'est un invariant que l'on va retrouver tout au long de la philosophie qui est un exercice de sagesse. La pensée qui possède cette capacité de revenir sur elle-même et de prendre distance est donc déjà théorisée ou du moins métaphorisée chez Pythagore, comme nous l'avons vu à partir de cette image du monde avec les jeux, ceux qui sont esclaves de la gloire, ceux qui sont esclaves de l'argent, qui vont spéculer sur les joueurs, et puis le philosophe qui est à distance et qui regarde, qui observe, qui fait cette analyse du monde. Il y a donc une fonction méta. Méta, on se met en retrait, on se met à quelques pas pour regarder les choses, pour les réfléchir. On est en droit de se demander si cette fonction n'est pas déjà présente dans les récits mythiques de l'Antiquité ou dans les récits qui composeront les livres sacrés, ayant pour vocation de former un sujet idéal. Alors, ceci nous amène à nous concentrer, comme le fait Michel Foucault, sur l'éthique platonicienne. Et ça, c'est vraiment très difficile. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dissocier chez Platon, et ce sera le cas aussi chez Aristote, on ne peut pas dissocier l'éthique et la politique, puisque l'éducation aussi éthique, vise à former de bons citoyens. Donc, il n'y a pas de rupture entre éthique et politique. Quand on forme un bon citoyen, on est déjà dans la politique, alors que l'on est dans la formation, dans l'éducation, et dans la politique, on a besoin de cette éducation. Bon, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui avec des paramètres différents. Donc, cette éthique platonicienne, elle est particulièrement présente dans un ouvrage de Platon qui s'intitule le Gorgias. Parce que dans le Gorgias, on pose un problème qui est déjà posé dès l'Antiquité, les temps très reculés, qui est celui de la démesure et que l'on voit bien chez Homère, qu'évoque également Hésiode. Donc, il apparaît clairement dans le Gorgias que l'éthique, le sujet éthique est celui qui se tient dans la mesure des choses, en dehors de l'excès, car dans l'excès, celui-ci se trouve comparable à quoi? Alors là, la métaphore qu'utilise Platon, c'est celle du tonneau percé. Dans l'excès, nous sommes comparables à un tonneau percé parce que nous ne contenons plus les choses, nous ne nous contenons plus. Et je pense que c'est aussi le problème que nous avons abordé dans la conférence sur l'écologie. Aujourd'hui, nous ne contenons plus les choses quand nous sommes dans le flux de consommation excessive ou de surconsommation. Donc, il n'y a pas, dans l'excès, il n'y a pas de consistance, de contenu. Dans la dynamique de l'excès, le sujet ne saurait contenir ni maintenir, et le maintien était déjà un thème abordé par Anaximandre, un présocratique. Dans une chaîne des étangs, il y a un maintien. Chaque chose doit se maintenir tout en évoluant et en cédant la place à la chose qui vient, à l'étang qui vient. C'est la chaîne des étangs, c'est une des premières pensées de l'être que l'on retrouve au VIe siècle. Anaximandre qui est originaire de Samos. Alors, dans le platonisme, nous allons retrouver ce maintien, maintenir. Platon fait référence à la faculté de contenir ses désirs qui porte un nom, qui est une vertu. Cette faculté, c'est la tempérance. Sait-on aujourd'hui être tempérant? Est-ce que les jeunes gens vont réussir aujourd'hui, ce soir,
à être tempérants? Ça, je ne suis pas certaine. Ne sont-ils pas dépendants pour certains de cet excès? Donc, il s'agit de l'une des 4 vertus cardinales avec la prudence, le courage et la vertu. On nomme ces vertus cardinales car elles constituent la charnière, cardo, de la constitution humaine, c'est-à-dire aussi de la subjectivité. Alors, subjectivité, c'est un terme contemporain. Platon ne parle pas de sujet. Mais nous pouvons identifier un sujet politique, esthétique, éthique chez Platon. Donc, c'est notre démarche à nous. Mais ce terme-là n'est pas présent chez Platon. Et donc, eh bien, il pose les fondements de cette constitution humaine et évoque donc ces 4 vertus tout en les coordonnant à la tripartition de l'âme. L'âme, chez Platon, est tripartite. Donc, il y a le nous, c'est la tête, l'intellect. Il y a le thumos. Le thumos, c'est le cœur, mais le cœur, pas le siège des émotions. C'est le cœur du vaillant chevalier, se battre avec cœur, avec courage. Et puis le ventre, l'épithumia, alors là, c'est terrible. Si le ventre prend le dessus sur le reste de l'âme, si l'âme est constituée d'un ventre très très grand, alors eh bien, elle cède à tous ses désirs. C'est l'intempérance. Alors vous voyez qu'on peut articuler comme ça chacune des vertus à la constitution de l'âme. Donc la prudence, eh bien, c'est un exercice de la raison. Le courage, ce sera le cœur. Et puis, la tempérance, elle s'adresse aussi au ventre. Et c'est de cette façon que l'on établit eh bien, un équilibre qui se nommera Dike. Alors ça, c'est passionnant parce que Dike, c'est ce qui a donné la justice. Donc, c'est une forme de justice. Et c'est un terme que l'on va retrouver aussi chez les présocratiques, en particulier chez Empédocle. Et il y a une occurrence de ce terme chez Empédocle qui veut dire la santé. Donc, ce terme d'équilibre, il peut désigner l'équilibre dans le corps, l'équilibre dans la cité, mais aussi l'équilibre des sphères, puisque déjà chez les présocratiques, on imagine, on reconnaît des planètes qui vont graviter. Ça, c'est aussi très, très important. Ensuite, il y aura une régression. Alors, les penchants et désirs suscités par l'épithumia sont illustrés donc dans le Gorgias, où la tempérance désigne la vertu qui permet de ne pas sombrer dans l'excès. Dans ce dialogue entre Socrate et Calliclès. Alors Calliclès, c'est vraiment quelqu'un qui aime la consommation en outrance et surtout le plaisir, qui est très très attaché au plaisir, qui est dépendant du plaisir. Eh bien, dans ce dialogue, nous avons une joute entre un défenseur de la mesure, qui est Socrate, et un défenseur du désir sans mesure, sans limite, qui est Calliclès. Voici ce que dit Calliclès. Mais voici qui est beau et juste, suivant la nature, je te le dis en toute franchise, c'est que pour bien vivre, il faudrait laisser prendre à ses passions tout l'accroissement possible, au lieu de les réprimer. Et quand elles ont atteint toute leur force, être capable de leur donner satisfaction par son courage et son intelligence, et de remplir tous ses désirs à mesure qu'ils éclosent. Vous voyez, chez Calliclès, c'est extraordinaire, Calliclès. Je ne sais pas si nous aimerions la voir à notre table ce soir. Mais Calliclès, en fait, met la raison et le courage au service du désir. C'est pas formidable, ça? Et puis Socrate, qui ne devait pas être très drôle. Lui non plus, je ne suis pas certaine que je l'inviterai à ma table ce soir, Socrate. Eh bien, Socrate lui répond, au rebours de toi, Calliclès, cet homme nous montre que parmi les habitants de Hadès, donc c'est l'enfer,
Les plus malheureux sont ces non-initiés qu'ils portent de l'eau dans des tonneaux percés avec un crible troué de même. Par ce crible, eh bien, il entend l'âme à ce que me disait celui qui me rapportait ces choses. Il assimilait à un crible l'âme de ces insensés. Donc, il parle de Caliclès, hein, c'est une façon d'être poli. Il fait comme s'il parlait de quelqu'un d'autre, mais en fait, il parle bien de Caliclès, parce qu'elle est percée de trous et parce qu'infidèle et oublieuse, elle laisse tout écouler. Voilà. Donc, l'image de ce tonneau percé fait alors référence au manque de maintien, et c'était justement donc ce maintien que décrivait Anaximandre à travers un terme qui s'appelle le tokréon, c'est le maintenir. Alors, à partir de là, eh bien, Platon va se concentrer sur plusieurs maximes qui seront analysées par Michel Foucault. Alors, la première de ces maximes, la plus connue, est le « connais-toi toi-même ». Elle se présente comme une injonction, c'est l'injonction du temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Elle apparaît donc comme un ordre que nous nous devons d'intégrer à notre façon d'être. Alors, comment dit-on la façon d'être en grec? On dit ethos. Que veut dire ethos? Et on va retrouver ici des points communs avec l'écologie. Ethos, c'est le séjour habituel, le lieu familier, la demeure. Alors, ça peut être l'étable, hein, ça peut être le repère d'un lion ou le nid d'un oiseau, mais aussi dans le monde des dieux, les demeures du soleil. Ça peut vouloir dire aussi le caractère habituel, d'où manière d'être, habitude, personne, caractère, la disposition de l'âme ou de l'esprit, ou le caractère de la cité, parce que vous savez qu'il y a un homme à chaque constitution différente, que ce soit le communisme ou la démocratie, l'oligarchie, eh bien, il y a un homme qui correspond chez Platon et il y a l'âme d'un homme qui va se réverbérer sur la cité. Eh bien, il y a dans l'ethos, dans cette façon d'être, ce quelque chose que l'on retrouve aussi dans le rapport du soi à soi et que l'on pourra interroger selon les indications de l'oracle, dans la mesure où il constitue la première formulation du rapport à soi, c'est-à-dire de la pensée réfléchie. La deuxième maxime, c'est « prends soin de toi ». Alors, « prends soin de toi », c'est une maxime que l'on va véritablement retrouver dans l'exercice spirituel. Qu'est-ce que prendre soin de soi au sens platonicien du terme, demande Michel Foucault. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de la manière dont on oriente et mais aussi dont on éprouve ses pensées, comme si on était responsable de la manière dont on éprouve ses pensées. Et Jean-François a parlé hier de la manière dont on pouvait contenir ses humeurs pour maintenir un calme intérieur. Cela consiste à considérer le monde avec attention, d'où cette qualité sur laquelle nous insistions hier, et à s'inscrire dans la bonne mesure des choses, c'est-à-dire la tempérance et la prudence. C'est-à-dire aussi pouvoir se contenir soi-même. Alors aujourd'hui, on parle de la maîtrise de soi. Et nous ne sommes pas, bien sûr, dans le care, prendre soin de soi, c'est véritablement occuper cette responsabilité qui consiste à choisir ce que nous allons éprouver et ce que nous pensons. Que devons-nous éprouver dans le monde? Et ça, c'est toute une éducation. Et c'est une éducation qui va être possible à travers l'étude des auteurs. Alors, à titre indicatif, précisons que la raison ou l'intelligence n'est qu'un attribut de l'âme. Et nous ne sommes pas, avec Platon, dans une raison pure. Le rôle de Socrate, ainsi que l'explique Michel Foucault dans son herméneutique du sujet, a été d'éveiller constamment les personnes qui se trouvaient sur son passage et à les inciter à prendre soin d'elles-mêmes, c'est-à-dire à savoir réfléchir et réagir comme il se doit.
Et c'est précisément ce qu'explique Socrate dans l'Apologie. Malheureusement, cette idée du souci de soi a été complètement occultée par ce que Michel Foucault appelle le moment cartésien, où l'on va glorifier la raison et où eh bien, ces autres maximes vont disparaître au profit du connais-toi toi-même. Ce n'est que dans notre contemporanéité que nous retrouvons tout le rôle eh bien, de la sensibilité, de l'émotion, de l'écoute, notamment dans la construction subjective du rapport de soi au monde. La constitution de la subjectivité chez Platon convoque également, ainsi que Michel Foucault le note, le non prosekei, qui est la troisième maxime constitutive de la subjectivité. Alors, on pourrait parler ici d'estime de soi. Il y a la maîtrise de soi, mais aussi l'estime de soi, qui est un thème contemporain que l'on retrouve dans les sciences de l'éducation. Et aujourd'hui, on prend vraiment beaucoup de soin à essayer de faire en sorte que les enfants en bas âge développent une estime d'eux-mêmes. Dans l'éducation classique, on avait l'autorité, et puis l'autorité, bien moi, quand j'étais enfant, le maître ou la maîtresse n'hésitait pas à ridiculiser ou à disputer, à culpabiliser. Alors, l'estime de soi, ça va tout à l'encontre de ça, parce que si on culpabilise l'enfant, eh bien, il ne va pas accéder facilement à l'estime de lui-même. Vous voyez qu'on est véritablement, avec Platon, dans un monde qui nous est contemporain. Et ça, c'est vraiment tout l'émerveillement que l'on peut trouver par rapport à la doctrine platonicienne. Donc, cette maxime de l'estime de soi, eh bien, elle se présente dans le Charmide. Et Charmide, donc le Charmide, c'est un dialogue de Platon, et Charmide devra savoir qu'il est capable de diriger la cité. Celui qui est capable de diriger la cité, celui qui est capable d'avoir des responsabilités, doit prendre ses responsabilités à bras-le-corps. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui à partir de ces maximes qui ont été revisitées par Michel Foucault dans une herméneutique du sujet et qui constituent bien des fondements du sujet. Alors ça, c'est important parce qu'on dit que le sujet apparaît avec Descartes, mais on voit bien là qu'il y a tous les éléments nécessaires à la constitution du sujet dans l'Antiquité, et c'est une chose que donc, nous avons revisité avec Michel Foucault dans notre contemporanéité. Merci Cathy pour cette dernière incursion dans le monde grec, mais on voit bien que nos Grecs sont aussi nos modernes et que nous avons sans cesse à redécouvrir leur héritage. C'est ce que je ferai un peu tout à l'heure avec Michel Foucault et aussi avec Michel de Certeau. Je l'ai dit, ce sont deux figures centrales du paysage intellectuel aujourd'hui. Je voudrais terminer un peu ce cycle par l'évocation des figures de Michel Foucault et Michel de Certeau. C'est aussi un peu dans la tradition de l'abbaye. Pourquoi? Parce qu'en 2017, nous avons le 11 novembre, vous savez qu'on a un rendez-vous régulier le 11 novembre, consacré toute une journée à Michel de Certeau, avec un historien qui est vraiment un très, très grand connaisseur de Michel de Certeau, qui s'appelle François Doss. Et c'est un peu dans le prolongement de cette journée que je voudrais évoquer ces deux figures qui vont nous permettre vraiment de rassembler ce que nous avons fait lors de ces quatre séances, avec peut-être le souci de nous rendre contemporains aussi de ces deux auteurs, même si ils appartiennent au XXe siècle, nous avons sans doute à les découvrir plus en profondeur. Par exemple, pour ce qui concerne Michel Foucault, on a parfois l'image de quelqu'un qui serait l'icône de toutes les libérations, un chantre libertaire. Bon, je vous rappelle, il est mort du sida en 84, en 1984. C'est quelqu'un qui a vraiment été très, très, très militant, même si ce n'était pas vraiment son objectif premier. Ce qu'il cherchait plutôt, c'est de comprendre justement le fonctionnement de cette modernité à partir de lieux sensibles
Je pense à l'hôpital psychiatrique. Son histoire de la folie a vraiment marqué durablement le paysage intellectuel. Son histoire des hôpitaux va avec, son histoire de la prison va avec. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très travaillé dans le monde judiciaire. Son histoire de la sexualité, qui est évidemment aujourd'hui aussi encore très, très discutée. Ce qu'on a découvert il y a peu longtemps, ce qui vient d'être publié aussi, le dernier tome de cette histoire de la sexualité qui s'appelle Les aveux de la chair. Et justement, dans ce dernier volume, il revient sur la philosophie antique pour y trouver des sources de sagesse. C'est quand même assez extraordinaire de voir ce Foucault, qui, je le rappelle, travaillait aussi chez les Dominicains au Saulchoir à Paris, revenir sur les prescriptions antiques pour voir comment est-ce que le travail de véridiction était fait dans le christianisme. Alors évidemment, un certain nombre de commentateurs qui sont des libéraux postmodernes, pour faire simple, des gens très, très éclatés, notamment aux États-Unis, ont eu du mal à se réapproprier ce Foucault qu'on pourrait qualifier de Foucault patrologue, ce Foucault qui étudie les pères de l'Église, pas pour eux-mêmes, mais aussi pour voir comment cette question de la vérité s'est constituée historiquement. Quelle attention on peut lui accorder aujourd'hui. Alors, si j'évoquais aussi la figure de Michel de Certeau, c'est que pour moi, c'est vraiment le pendant, entre guillemets, de Michel Foucault. Ce grand jésuite, Michel de Certeau, qui lui est mort en 1986, a été un très, très grand explorateur de la mystique, de l'histoire. Ses études sur l'histoire font aujourd'hui autorité. Quand on commence des études d'histoire à la faculté, on prend souvent comme référence aussi Michel de Certeau. Il a exploré les mondes latino-américains aussi, donc il est très reconnu hors de France et on lui doit des études tout à fait importantes pour la spiritualité jésuite. C'est d'abord comme ça qu'il a été connu, mais il a traversé aussi toute la crise des années 68 et a permis aussi par un livre qui s'appelle La libération de la parole, et un autre livre important qui s'appelle la faiblesse de croire, de donner un chemin possible en s'engageant dans une voie qu'on pourrait qualifier aussi de voie culturelle. Il a été très présent dans les recherches, par exemple, autour du centre Beaubourg. Il a été vraiment chargé, y compris par le secrétariat de la culture de l'époque, de penser les modalités de la culture. Et un autre prolongement possible chez quelqu'un comme Michel de Certeau, c'est ce qu'il appelait l'union dans la différence, l'étranger ou l'union dans la différence, qui a été repris, y compris par quelqu'un comme Christian de Chergé. Quand les moines de Tibri essaient de penser leur insertion dans le monde musulman, cette question de l'union tout en respectant les différences, elle est ressourcée dans la recherche de Christian de Chergé par quelqu'un comme Michel de Certeau. Vous voyez, donc moi j'ai voulu essayer de montrer dans un livre que Cathy va vous montrer là simplement en image la relation qu'il pouvait y avoir entre ces deux pensées, celle de Michel Foucault et celle de Michel de Certeau, parce que j'estime qu'il y a un dialogue entre les deux qui est loin d'être achevé au fur et à mesure aussi des réexplorations de l'un et de l'autre et du prolongement de leur interprétation. Il y a eu un colloque important au Centre Sèvres à Paris sur Michel de Certeau il y a quelque temps, où des chercheurs du monde entier sont venus pour dire comment est-ce qu'en Chine, comment est-ce qu'en Amérique latine ou ailleurs, cette pensée était reprise aujourd'hui. Alors, pourquoi ces deux auteurs sont importants? Ces deux auteurs sont importants parce qu'ils ont puisé, et ça, c'est Cathy l'a bien montré, aux sources de notre culture. Or, nous avons à nous situer véritablement aujourd'hui dans une proposition culturelle.
spirituelle, bien entendu, mais aussi culturelle. Donc la question pour moi, c'est bien comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui, à travers la dissémination qui nous caractérise, à travers aussi un peu cet éclatement, de trouver un chemin qui puisse être un chemin praticable chrétiennement, mais qui fasse droit non seulement à l'amplitude de la recherche historique à partir de nos fondements, de nos sources qui sont des sources vives. Hein. Vous voyez bien comment Cathy Leblanc a réélaboré, repris ces sources grecques pour en faire aussi des sources pour nous aujourd'hui, avec cette proposition chrétienne, qui est une proposition qui, dans certains cas, a parfois, bien évidemment, la cohérence de sa structuration interne, mais qui doit aussi prendre en charge un dialogue nécessaire avec le monde. Et ça, c'est plus compliqué de parler aux gens qui ne sont pas simplement, pour faire court, des gens de la tribu. Quels sont les mots de la foi qui sont aujourd'hui des mots qui doivent être repris? Comment est-ce qu'on doit avancer dans une proposition qui puisse être une proposition plus large et qui ne se boucle pas sur elle-même. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pistes et beaucoup de prolongements possibles à partir de ces travaux. D'ailleurs, un certain nombre d'éthiciens contemporains, y compris dans mes collègues à l'Institut catholique de Paris, je pense à Catherine Finot et d'autres, se servent spécifiquement de l'appareillage, qui est un appareillage un peu commun, de l'herméneutique du sujet de Foucault, pour penser une éthique chrétienne. Voilà, donc on a, si vous voulez, à prendre à bras le corps, peut-être en termes plus culturels et moins théologiques, une proposition de la foi, même si, évidemment, à certains moments, on pourra se dire, mais est-ce qu'on respecte bien les fondamentaux de la foi? Je crois que ces explorations un peu libres, notamment du côté des sagesses, elles sont particulièrement nécessaires si nous voulons continuer à vouloir dialoguer. En faisant aussi une herméneutique des situations présentes qui sont nécessaires, qui sont aujourd'hui à mettre en œuvre à partir de tout un contexte qui est un contexte aussi délicat. Donc, ce que a bien vu Foucault et surtout de Certeau, c'est que ce que je vais appeler le moment 68, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé autour de la libération de la parole, des changements de comportement dans les années 60, après la crise de mai 68, a orienté, à polariser, à redynamiser des liens qu'il fallait penser autrement. Et sans l'érudition de l'un et de l'autre, sans la prise en charge qu'ils ont voulu faire de l'histoire longue, notamment l'histoire cartésienne pour Foucault, nous ne serions pas aujourd'hui en capacité de pouvoir être présents aux enjeux contemporains. Donc en fait, ce que nous disent un peu ces deux auteurs, c'est que nous avons à inventer un quotidien. Inventer un quotidien. J'ai repris ça aussi fortement pendant le temps d'épidémie, dans les chroniques de confinement que j'ai pu faire. Notre ordre des choses a été bouleversé. Personne n'est parmi nous sur une île déserte, et même si nous le voudrions, nous ne le pourrions pas. Donc comment aujourd'hui prendre en charge le monde, ses possibilités, ses faiblesses, ses failles, ses fragilités, mais aussi le risque d'exister et de ne pas démissionner devant ce qui nous arrive. Peut-être qu'un certain nombre de voies ont été des impasses quand elles n'ont pas su accueillir la diversité du réel. Ce qu'on a bien vu aussi dans les quelques conférences qu'on a pu avoir ensemble, c'est que la prise en compte de cette diversité, de cette pluralité du réel
elle a été entamée par une voie qui est devenue dominante, c'est la voie technico-scientifique. Hein. Notre hyper-rationalisme nous bouche des angles de vue sur le monde. Et une partie du monde devient pour nous comme invisible. Or, ce que nous avons sans cesse à redécouvrir, c'est que le monde ne s'arrête pas à l'écran qui paraît devant nous, et puis surtout un écran qui est quand même très filtré par les médias dominants. Donc la diversité de ce que nous sommes, de nos origines, de nos destinations, de notre destinée même, on va le dire en ces termes-là, dépend aussi de notre capacité d'ouvrir notre cœur, notre raison à ce travail. Et ce travail, évidemment, un travail délicat, difficile, qui joue beaucoup aussi sur la capacité de nommer les choses. Foucault et de Certeau sont passés l'un et l'autre par la psychanalyse. Et le travail d'élucidation de la psychanalyse a été aussi un travail sur le langage, pas simplement pour faire apparaître ce qui semblait inconscient et autres, mais aussi pour aller plus loin dans la compréhension de ce que nous sommes. Et voilà, je le dis parce qu'il y a parfois un peu une prévention des Foucaldiens vis-à-vis de la psychanalyse. En fait, il faudrait regarder ce qui est la relation avec des grands maîtres de l'époque de Foucault. Je pense notamment à Jacques Lacan. En tout cas, pour ce qui concerne de Certeau, lui, il a vraiment pensé que la psychanalyse pouvait être un moyen de libérer la parole, mais ce qu'il y a de plus conséquent aussi chez lui, c'est l'importance qu'il accorde au mystique, à l'expérience mystique et à la subjectivation qui s'y joue. On pourrait dire que pour lui, la compréhension même de ce que nous sommes, la subjectivation s'opère par le détour avec ces figures qui sont souvent des figures combattues, qui sont des figures qui peuvent être empêchées. Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila, pour prendre quelques noms connus, ont été des saints qui ont eu maille à partir avec leurs propres contemporains, y compris religieux. Et Michel de Certeau était vraiment conscient que, en fait, une philosophie véritable, une philosophie capable de prendre en charge l'entièreté de ce que nous sommes, pouvait être recherchée aussi de ce côté-là, et pas du tout du côté des philosophes médiatiques, des philosophes courtisans. En son temps, dans les années 80, c'est tout ce qu'on appelle les nouveaux philosophes qui prennent le dessus. Philosophes du marketing, des philosophes qui n'ont pas vraiment de contenu, mais qui surfent sur des grandes tendances, alors que le rapport à la pensée est quand même faible. Alors voilà, je pense que c'est aussi ça qu'il faut dire. La compréhension de nous-mêmes est parfois limitée, elle est parfois réduite par des processus d'arasement, et la philosophie grecque est vraiment une des modalités pour réouvrir le champ, pour réouvrir les possibilités de prendre en charge les questions liées à l'épanouissement, à l'organisation de soi, à une forme aussi de présence au monde. Et ce n'est pas du tout un hasard si les techniques de soi de Platon sont repris par Foucault et aussi par son disciple Plotin. On peut voir que il y a vraiment eu un accueil très très grand de cette philosophie qui était aussi à la base de la formation du jésuite Michel de Certeau. Les jésuites de cette époque avaient non seulement une grande culture littéraire, c'était tous des grands commentateurs de Bernanos, de Péguy. Ils avaient vraiment un grand rapport à la littérature, mais aussi à la philosophie classique. Or, aujourd'hui, on est quand même dans un compartimentage de savoir qui est, à mon avis, malheureux.
bon, on devient hyper spécialiste d'un point sans avoir la vision d'ensemble. Or, je crois que, un peu comme l'a dit dans un autre registre Simone Veil, nous avons à reprendre, au-delà des constructions factices de la raison, un sens de la présence, un sens de l'attention au monde. Vraiment, Simone Veil est une grande philosophe de l'attention, et un monde que l'on croit ou que l'on croyait désormais dénué de tout secret, dénué de tout mystère. Or, la crise dans laquelle nous sommes plongés, la crise du Covid, nous montre que nous nous estimions maîtres et possesseurs de la nature et en fait qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Bon, et ça, c'est vraiment un peu une forme d'examen de conscience à faire, c'est le cas de dire, de tous ceux qui pensaient que nous en avions fini avec une exploration mystique, religieuse, spirituelle, et que nous devions repartir sur une voie purement et durement scientifico-technique. En fait, je crois que ces deux auteurs nous invitent à un nouveau partage des eaux, j'ai envie de dire ça comme ça, loin des formes de réductionnisme, loin aussi des vulgates, loin des cloisonnements universitaires. Il faut leur rendre justice parce qu'ils n'ont pas toujours été bien reçus. Ils n'ont pas toujours été bien reçus. Bon, De Certeau, y compris dans sa propre congrégation, chez les jésuites, était loin de faire l'unanimité. Foucault aussi a peut-être eu une postérité plus grande hors de France qu'en France. Bon, vous me direz, d'accord, il était quand même professeur au Collège de France, mais par rapport à une conception classique de la philosophie, il était quand même considéré comme franc-tireur. Alors, je pense qu'il y a vraiment à chercher du côté de l'un et de l'autre parce que l'un et de l'autre nous posent la question, non pas qu'est-ce que la vérité en tant que telle, mais pourquoi la vérité ou la problématisation de la vérité est devenue si centrale dans les recherches personnelles et collectives. Et ce n'est pas tellement en fait d'une anthropologie fondamentale, d'une vérité sur l'homme dont il faudrait s'emparer, dont les sciences humaines ont essayé d'avoir le monopole, c'est plutôt la façon dont nous problématisons les questions. C'est vraiment plutôt du côté d'histoire des problématisations qu'il faudrait accentuer la recherche. Et en fait, cette recherche est une recherche qui nous dépasse parce que nous pouvons peut-être, et c'est là l'apport de toute la sagesse antique, travailler sur soi, avoir ces techniques de soi, mais nous avons aussi à prendre en charge aussi la façon dont nous avons à construire le monde. Et ça, c'est la grande question aujourd'hui, à mon sens, vouloir continuer à construire le monde dans une essence, dans une compréhension du monde plus large que les formes de réductionnisme que j'ai citées. Donc, l'un et l'autre, Foucault et De Certeau, ont refusé la fuite en avant, du savant pur, de l'objectivité scientifique, de la neutralité axiologique, de la coupure entre la culture et la politique et la culture et la foi, ou la religion en tant que telle, même si à certains moments, leurs positions ont pu être aussi des positions complexes. Je pense par exemple à celle de Michel Foucault par rapport à la révolution en Iran en 1979, où il semble s'extasier devant, je le fais de façon un peu caricaturale, mais devant l'ayatollah Khomeini. Or, on sait très bien que la révolution islamique a perverti complètement, a verrouillé complètement la question des droits humains fondamentaux, même si, évidemment, l'apologie
du Shah d'Iran, du régime dictatorial précédent, n'était pas de mise à ce moment-là. Mais Foucault a essayé de montrer que sans prise en compte aussi des questions du spirituel en politique, et ce que diront un certain nombre de mes collègues aussi du théologico-politique, nous ne comprenions rien à la situation de l'Iran. Et je pense que c'est vraiment une question encore pour aujourd'hui, c'est-à-dire le socle dur de nos sociétés est aussi formé par du théologico-politique. Des institutions de sens sont appuyées sur des institutions religieuses. Et même dans une société très sécularisée comme la société française, on voit bien que l'absence de prise en compte de cette question nous amène à des fausses pistes ou nous amène à des impasses. On le constate pour le fondamentalisme, le radicalisme islamiste, mais on devrait aussi en prendre acte, pas simplement en renforçant des lois de laïcité et en essayant de gérer cet héritage de la laïcité le moins mal possible, mais en ayant plutôt une conscience beaucoup plus large que l'existence est aussi marquée par des idéaux, des orientations de sens qui sont indépassables à mon avis. Donc voilà, donc on est en fait dans la période contemporaine devant des altérations, des réductions, peut-être des formes de colonisation, je vais employer ce terme-là, qui ne font pas droit aux hétérogénéités grandissantes de nos sociétés. Nous sommes des sociétés ouvertes, que nous le voulions ou pas. Et tout ce qui semble être lors de la réduction, d'une forme de réduction du monde, nous écarte des chantiers énormes que nous avons à entreprendre, chantier de l'ordre de la connaissance, mais aussi, bien entendu, un chantier de l'action. Donc, je voudrais simplement conclure en disant que nous sommes aujourd'hui sans doute au milieu du gué et que nous avons à vérifier non seulement la qualité de nos héritages, la façon même dont nous nous les approprions, mais aussi la trajectoire qu'ils permettent. J'ai été très marqué ici il y a quelques temps par une conférence ici à l'abbaye où, sur les questions éthiques, l'intervenante, qui était au Conseil d'État, disait mais nous sommes devant une logique des choix. Une logique des choix. C'est-à-dire, bon, vous pouvez prendre telle ou telle orientation, mais sachez que si vous orientez dans telle direction, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Sous-entendu qu'il y a aussi un effet de cliquet. De cliquet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recommencer. Or, nous voyons bien que les choix que nous pouvons faire individuels et collectifs doivent être mûrement et savamment réfléchis. Or, nous avons appris, bien sûr, notamment de la première pandémie, nous avons mis en place, je pense aussi, de meilleurs dispositifs, mais nous avons aussi à garder au cœur le souci de l'humain et aussi à travailler mieux ensemble. Et je pense que voilà, ce temps un peu de rencontre, de travail en commun, de partage, de lien, comme nous l'avons essayé, est un temps tout à fait nécessaire. Si cette modalité-là est une modalité qu'on pourrait qualifier de modalité de réserve, c'est une réserve de sens qui s'opère ici, elle pourrait être profitable à d'autres et j'en suis sûr que nous serons capables d'en faire bon usage. En tout cas, on peut remercier l'abbaye de nous l'avoir permis et qu'en 2021, nous puissions nous retrouver, je l'espère, dans des conditions plus optimales, en tout cas, qui correspondent mieux au réel et à ce que nous souhaitons.